seront 200 à se lancer mercredi dans une incroyable aventure qui va durer 3 jours. 3 jours durant lesquels des sportifs venus de 12 nations vont s'affronter dans diverses disciplines comme le trek, le VTT, le kayak, le rafting, le canyoning ou encore la spéléologie. Cette compétition, c'est la 7e édition du Raid in France, l'étape française de la Coupe du Monde des raids aventure, étape qui se déroule autour de Haute-Villone dans l'Ain sur 370 km, une compétition pas comme les autres que vient nous présenter son organisateur. Bonjour monsieur. Bonjour. Pascal Bahuot, vous êtes donc l'organisateur de ce Raid in France. Normalement, il ne devrait pas faire trop mauvais, on l'espère. Oui, avec la météo qui vient d'être annoncée, on est un petit peu... Voilà, Ça change tous les jours, donc on croise les doigts pour vous. C'est important ou pas d'ailleurs qu'il fasse beau? Au contraire, ça rajoute un peu de piment s'il fait mauvais. Alors on pourrait être un peu sur les deux, c'est-à-dire qu'effectivement ça peut rajouter un peu de piment. La seule chose, c'est qu'effectivement, on est en pleine nature et qu'il y a les rivières, qu'il y a du canyon, il y a de la spéléo et que ces activités techniques, comme on les appelle, elles sont un peu tributaires effectivement des événements et que dans un canyon, s'il y a trop d'eau, on est obligé d'annuler, pour la sécurité des tout à fait normal. Donc après, sinon, ça reste des activités de pleine nature et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est normal. Alors, qui sont ces sportifs aguerris qui sont prêts à enchaîner? D'ailleurs, combien de disciplines différentes? J'en ai cité quelques-unes, mais pas toutes. Sans être exhaustif. Presque tous. C'est-à-dire que les disciplines qu'on peut retrouver sur ces raids d'aventure, l'idée, c'est de faire découvrir les territoires par les activités de pleine nature. Donc, on ne va pas lister une liste type d'activités. Ça change en fonction du relief. On va avoir des activités en fonction du relief, mais aussi de la région dans laquelle on va être. L'année dernière, par exemple, on était dans la Camargue et il y avait du cheval. Cette année, on n'a pas d'équitation sur Raid in France. Par contre, on a une activité qui est la barque. Voilà. Alors, pourquoi de la barque? Parce que le Rhône est quand même un lieu où la barque se pratique. Les barques du Rhône, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie de la culture de la région. Il n'y a pas de joute nautique? Alors, il n'y a pas de joute nautique, mais il y a des barques de joute. Et donc, on a monté cette partie avec la Fédération française de joute. Voilà, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine. On parlait de journée du patrimoine, mais c'est aussi à notre niveau... la nature fait partie du patrimoine. Alors justement, j'allais vous demander quelle est la philosophie de cette compétition, parce que a priori, quand on voit les épreuves, quand on voit la difficulté de ces épreuves, on se dit que c'est vraiment réservé à des champions, à des gens qui sont très entraînés et qui ne pensent qu'à la performance. C'est pas tout à fait le cas. Alors non. Alors déjà, la philosophie pour nous, ça a été notre baseline, c'est Francis Magique. Donc l'idée, c'est de faire découvrir les richesses de notre territoire, de la France. En baseline, je traduis, c'est le slogan. Le slogan, voilà, le slogan de la course. Et on tient vraiment, quand on reconnaît le parcours, comme ça, vraiment à mettre en avant tout ce patrimoine naturel et pourquoi pas culturel, puisque... il y a aussi, ils vont avoir la chance de découvrir, on ne va pas donner le parcours puisqu'il est secret jusqu'au jour du départ. Ah oui, alors ça c'est la grande difficulté. Parce que moi je voulais vous demander ce qu'ils allaient découvrir, quels sites extraordinaires dans lesquels ils seront plongés. La surprise, c'est justement qu'au dernier moment, on connaît le parcours et pas avant. Alors voilà, par exemple, on va donner un scoop aujourd'hui, puisqu'on est... Allez, on peut se permettre. Non, mais en patrimoine culturel, ils vont découvrir Fort-l'Écluse, par exemple, avec qui on a, avec la communauté de communes du Pays de Gex, on a mis le passage dans Fort-l'Écluse, donc ça va être pour donc eux ils savent que ça va grimper. Ou ça va descendre. Suivant dans quel sens ils le font. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir nos territoires par les activités de pleine nature qu'on peut pratiquer sur ces territoires. Et pour répondre à la question au niveau des pratiquants, on est effectivement une Coupe du Monde, donc une épreuve, il y a des équipes qui viennent se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu au mois de novembre au Brésil, mais on a aussi une partie de concurrents qui viennent d'abord vivre une aventure en équipe, puisque c'est en équipe de 4. Ouais, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment... Trois hommes maximum et une femme minimum. Alors, il faut que ça soit des équipes avec une féminine. Alors, pas mixte, parce qu'une féminine au minimum, c'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes de 4 filles, mais pas de 4 garçons. Et donc, c'est vraiment une notion d'équipe très forte, puisque pour être classé, il faut partir à 4 et finir à 4. On ne peut pas avoir quelqu'un qui s'arrête en cours de route, il n'y a pas de joker, il n'y a rien du tout. Donc, il faut vraiment gérer cette équipe du début jusqu'à la fin. Le travail de groupe, solidarité, donc esprit d'équipe, c'est vrai que c'est une belle philosophie. C'est une des parties importantes.
Et puis, donc, pour répondre, on a des équipes qui viennent du monde entier, puisqu'on a des Américains, des Argentins, des Russes, enfin voilà, donc on a un peu... c'est vraiment une connotation internationale, mais on a aussi des équipes qui viennent découvrir, par le biais de ce qu'on va leur proposer, un territoire, en sachant que en 3 jours ou 4 jours, suivant la longueur de la course, ils auront du mal à avoir un panel aussi important de ce qu'on peut faire sur ce territoire et connaître, puisque souvent on monte des activités bien particulières qui seront peut-être montées qu'une seule fois et qui ne seront plus jamais faites sur cet endroit-là, quoi. Alors, on compterait 35 000 adeptes en France. Tout à fait. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Ça paraît énorme, pourtant on en parle peu. Alors, on en parle peu, mais par exemple, le ministère, je fais partie de la fédération des raids d'aventure et ça aussi, par exemple, on est en train à ce moment de créer vraiment une fédération française et la fédération, on sera rattaché à la Fédération française de triathlon et des disciplines enchaînées. Voilà, pour structurer la discipline, pour la faire puisque connaître. effectivement 35 000 pratiquants, ça commence à faire beaucoup de monde qui pratique et on a besoin d'encadrer un peu la pratique. Oui. Dites-moi, il vaut mieux être excellent dans certaines disciplines pour ces épreuves-là ou moyen partout si on veut. Alors, je dirais que pour les équipes de tête, il faut être excellent partout. Voilà. Mais si on veut arriver au bout, il faut être moyen. Voilà. L'idée, c'est que il faut être capable d'enchaîner des activités aussi diverses que du kayak ou des rappels ou de la spéléo, des choses comme ça. Donc c'est assez particulier. Les vitesses de progression, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont relativement faibles. C'est-à-dire que les premiers, ils vont se déplacer à peu près à 4 à l'heure à pied, en trek, à peine à 10 km/h en VTT, à 6 en kayak. Ce sont des vitesses à 4 à l'heure, c'est un randonneur, on va entre guillemets moyen. La seule différence, c'est que le randonneur de raid, lui, va se déplacer pendant 20 heures, 24 heures sans s'arrêter. Ouais. Voilà. Mais les vitesses de progression, elles sont relativement lentes. Tout est en orientation, donc il faut aussi savoir s'orienter. Voilà. Et ce qui va être important, j'ai tendance à dire, c'est qu'une équipe, elle ne peut pas gagner de temps, elle peut qu'en perdre. C'est-à-dire qu'elle va avoir un potentiel au départ, et son but, ça va être de perdre le moins de temps possible pendant toute la compétition. Alors vous avez dit quelque chose d'importante, il faut savoir s'orienter, parce qu'on ne part pas avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, pas de place à l'électronique et une boussole quand même. Alors il y a une boussole classique. Des outils minimum. Voilà, alors des outils minimums, les outils minimums sont un altimètre, une boussole et une carte. Voilà. Pas de GPS. Et pas de GPS, le GPS est interdit. Comment vous vous assurez qu'ils ne prennent pas de GPS? Parce que maintenant, il y en a sur les téléphones mobiles. Tout à fait. Alors, le téléphone, ils sont interdits. Ils ont un téléphone pour la sécurité, mais qui est scellé au départ. Et après, il y a quelques contrôles. Si éventuellement on trouvait un tricheur, il serait renvoyé chez lui. Puis vous allez me dire, c'est pas l'esprit des gens qui participent. Mais c'est pas l'esprit du tout de la discipline. C'est une longue préparation physique quand même. Pour les concurrents, c'est une longue préparation physique. Pour ceux qui veulent gagner à tout prix, mais pour ceux qui veulent faire du tourisme, moins. Ceux qui veulent, entre guillemets, gagner à tout prix, c'est vraiment des gens c'est des athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'entraînent toute l'année, qui font souvent 2-3 raids dans l'année. Donc ça, c'est vraiment des athlètes. On peut voir quand ils vont faire un trail ou une course de VTT, c'est pas des gens qui font de la figuration. Souvent, c'est des gens qui vont faire dans les 20 premiers à l'UTMB. Enfin voilà, c'est des gens. Là, vous les voyez venir de loin. Oui, c'est des gens, et ceux-là, ils sont relativement facile à gérer parce qu'ils sont très entraînés, quoi. Et après, on a vraiment des équipes qui se sont mis comme challenge de faire le maximum de Raid in France. Raid in France, c'est vraiment une course qui est ouverte à tout le monde. On veut que ça soit ouvert à tout le monde. Et pour que ça soit possible, on fait des parcours de substitution. Et au bout d'un moment, il y a une porte horaire. Et si jamais on ne passe pas cette porte horaire, on est redirigé sur un parcours un peu plus court qui permet à toutes les équipes qui veulent aller jusqu'au bout d'aller et de passer la ligne d'arrivée le samedi dans des délais tout à fait corrects. Alors, je dirais pour terminer que c'est impressionnant. Il y a 217 km de VTT, 74 km de trek, 76 km de kayak. Oui. Il faut effectivement être bon partout. C'est-à-dire qu'il faut connaître toutes ces disciplines. Et qui dessine le parcours? Alors, c'est moi. Voilà. C'est vous le sadique qui cherchez à rendre des choses non, difficiles. Le sadique, pas vraiment, parce que quand je me dis que c'est difficile, il faut que quand ils arrivent en haut d'un sommet en se disant ça a été une galère pas possible, il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se disent ça valait le coup de monter là-haut, et c'est un truc incroyable. Donc sadique et fin psychologue et pragmatique. Mon plaisir, c'est de voir passer les concurrents avec le sourire en se disant on a vécu 3 jours ou 4 jours absolument magnifiques. Puis c'est de voir arriver tous au bout, bien évidemment. Voilà, et que tout le monde puisse finir cette compétition. Bon, écoutez, on vous souhaite un 7e Raid in France excellent. Je
continue à dire qu'on croise les doigts pour la météo. Nous aussi. Et puis, je voulais dire qu'il existe un quiz sur le site internet de France 3, donc régional, qui s'appelle Rhône sans accent sur le haut-alpes.france3 toutattaché.fr, et que en participant à ce test, vous pouvez gagner plein de choses, équipements sportifs. Tout est détaillé sur le site. N'hésitez pas à y jouer. Et je rappelle que donc cette compétition, c'est du 16 au 19. L'arrivée, c'est samedi 19 pour les dernières équipes en fin d'après-midi. Merci, monsieur Bahuot.